Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, et vous êtes nombreux ce matin, je vais prendre quelques minutes pour vous dire qui nous sommes et souligner aussi ce que nous avons de nouveau cette année. Notre mission depuis 13 ans est de promouvoir les meilleures pratiques de place. Notre périmètre, ce sont les 350 premières sociétés cotées à Paris, c'est-à-dire peu ou prou le CAC All Tradable, dont la composition varie, comme vous le savez. Sur ce slide est illustré le fait que nous avons une grande variété de géographie, Paris et hors Paris et hors France également. Il y a un nombre important de sociétés cotées à Paris qui sont de nationalité étrangère. Pour ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois, tout au long de cette présentation et de façon générale tout au long de nos documents, notre code couleur, c'est jaune le CAC 40, violet la partie du SBF 120 qui n'est pas dans le CAC 40, que nous appelons Next 80, et vert la partie du CAC All Tradable qui n'est pas dans les deux premiers échantillons. Notre credo, c'est que c'est en observant... Oui, bonjour. Est-ce que la personne qui... C'est bon. vient d'arriver peut couper son micro? Merci. Comme ce que nous benchmarkons, ce que nous promouvons, ce sont des meilleures pratiques. Nous sommes convaincus que c'est en les observant dans la vraie vie qu'on les détecte et qu'on vous est utile. C'est pour ça que nous sommes présents à toutes les assemblées générales, toutes les présentations de résultats annuelles ou semestrielles, tous les Investor Day de sociétés cotées. Nous avons sur ce slide synthétisé quelques chiffres clés qui vous illustrent que nous sommes très actifs en termes de volume de chiffres produits, mais au-delà de ça, c'est l'important, c'est à retenir, c'est que notre ADN, c'est d'être présent sur le terrain et de benchmarker des pratiques et non pas seulement des documents. Le plus simple pour vous parler de nous, c'est de vous faire visiter notre site. Le site hebdodesag.fr est structuré autour de nos 3 verticales d'offres, la veille, le benchmark et les formations. Et puis, dans vous, ciblés, nous avons des offres packagées qui, suivant votre profil d'IRO, de relations investisseurs, administrateurs, auditeurs, profession juridique, nous avons des offres qui panachent la veille, le benchmark, les formations. Vous pouvez choisir le nombre de sociétés que vous voulez suivre ou benchmarker, le nombre d'utilisateurs, parce que nous proposons des tarifs dégressifs à partir d'un certain nombre d'utilisateurs. Donc, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, l'offre historique à 83 € par mois que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui couvre tous les aspects de la veille, bien sûr existe toujours et elle est toujours aussi avantageuse, plus avantageuse que ces offres packagées si vous voulez suivre l'ensemble de l'échantillon du CAC All Tradable. Mais si vous voulez certains aspects plus ciblés, voyez nos offres pour la profession relations investisseurs commence à 17 € par mois et nos offres full package correspondent à 258 € par mois. Pour vous dire ce que nous faisons en termes de veille, nous couvrons les ordres du jour, les comptes rendus, les résultats annuels, semestriels. Ce qui est intéressant et que beaucoup de nos abonnés utilisent de façon très pratique, c'est un moteur de recherche sur les questions d'actionnaires, parce que comme nous allons à tous les événements et à ma connaissance, nous sommes le seul à compiler ça dans un moteur de recherche de questions d'actionnaires. Nous avons ce moteur de recherche par année, par thème, par question orale ou écrite, par société bien sûr, par thématique. Vous voyez, vous pouvez trier comme ça. Et ça veut dire que vous, en toutes circonstances, vous avez votre Q&A déjà bien avancé en quelques secondes.
et ensuite une bonne base de travail. La partie benchmark, base de benchmark, certains d'entre vous la connaissent depuis un an environ. Donc, on peut benchmarker par administrateur, par société, par COMEX, par auditeur. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on peut benchmarker aussi par société. Donc, on a versé dans cette base de benchmark toutes les résolutions des assemblées de notre échantillon depuis le 31 décembre 2019. Donc, on a à peu près 8000 résolutions. On peut les trier. Vous voyez, par exemple, les autorisations financières par type d'autorisation financière, type de décote, etc. C'est un outil ciblé surtout pour les professions juridiques. Ensuite, quand on a choisi ce qu'on voulait benchmarker, par exemple, là, j'ai pris l'exemple du CNP, on choisit sa période de temps, donc on peut régler le calendrier. Donc là, sur un premier axe, j'ai choisi le calendrier depuis cette année. Donc on a 15 votes de CNP qui ont eu lieu, 94% en moyenne. Et ensuite, dessous, on a la liste. Et puis, on compare à l'année dernière. L'année dernière, on en avait 485, 93% de score positif en moyenne. Ensuite, si on veut aller regarder une société, une AG, on a la fonction bibliothèque que certains d'entre vous connaissent pour les autres aspects que les assemblées. Là, j'avais préparé, voilà, vous avez la bibliothèque assemblée, vous avez Sodexo, qui est un exemple pour vous montrer comment c'est structuré. Vous avez l'ordre du jour, le compte-rendu qu'on ajoute une fois qu'on y est allé, l'ensemble des résolutions, leur vote, le texte de la résolution, les documents de support. Et puis, bien sûr, vous pouvez ensuite, ce que vous connaissiez déjà, aller vers la société, mais ce que vous ne connaissiez pas encore, c'était que on a lié à la société le comité exécutif, je passe vite, le conseil d'administration et les auditeurs. Et on a lié également la possibilité d'aller ensuite sur la fiche de chaque personne citée dans cette vue, pour les dirigeants, les rémunérations, et ensuite on peut rebasculer vers la fiche du dirigeant. Encore une fois, ce sont uniquement des informations publiques, mais ça peut vous être très utile, et ceux de nos abonnés qui utilisent déjà ces bases nous disent que ça leur gagne énormément de temps de préparation de leur assemblée, d'anticipation des sujets sensibles, de préparation des documents réglementaires. Bien entendu, nous serons disponibles, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, à la fin de cette session ou plus tard, pour vous montrer plus en détail, plus en détail ces différentes offres veille, benchmark ou formation, la façon dont nous les avons packagées pour faire des offres ciblées, et je l'espère, trouver l'offre qui correspondra à votre façon d'utiliser nos services. Alors, ce matin, nous parlons des ordres du jour publiés à ce jour, alors publiés jusqu'à hier soir. 70 ordres du jour ont été analysés. Donc, d'un point de vue graphique, nous représentons ici les ordres du jour parus. On voit que sur le CAC 40, 29 ordres du jour étaient parus à hier soir, dont 24 à huis clos, 22 sur le... excusez-moi, c'est trop sensible. 22 sur le Next 80 et 20 sur le Next++. C'est important d'avoir cette répartition à l'esprit, parce que vous allez voir que notamment sur les sujets de rémunération, le CAC 40 est surreprésenté par rapport à notre échantillon. Mais bon, pour autant qu'on l'ait à l'esprit, c'est un bon moment, je pense, pour
pour faire un premier point avant le grand coup d'envoi la semaine prochaine avec l'Assemblée de Vinci. Vous voyez également que ces ordres du jour sont très largement répartis par secteur, donc on n'a pas d'effet sectoriel, ce qui est toujours quelque chose qu'on cherche à détecter. En termes d'organisation de notre session ce matin, ce que je vous propose, c'est d'avoir une session de 2 heures hors questions ultérieures si vous en avez et démonstration de nos bases de benchmark et de description de nos offres. Ces 2 heures, je vous propose de les organiser en 4 demi-heures. Une première demi-heure où je vais vous parler du huis clos, des AG à huis clos, telles qu'elles semblent devoir s'organiser. D'un sujet important cette année, ce sont les demandes d'autorisation financière. D'un sujet toujours important, déjà très largement médiatisé, la rémunération des dirigeants, le retour des dividendes, le climat qui s'invite comme thème d'assemblée. À l'issue de cette demi-heure, je vous donnerai la parole. Nous aurons une demi-heure de session de questions-réponses. Ensuite, je reprendrai l'exposé pour vous parler des nouveaux profils qui entrent dans les conseils d'administration, la place des administrateurs salariés, le vote sur les raisons d'être, un échantillon tout à fait subjectif d'assemblées que nous avons sélectionnées parce qu'elles nous paraissent importantes à suivre. Et puis ensuite, je vous redonnerai la parole pour une demi-heure de questions-réponses. Nous serons toute l'équipe de l'Hebdo des AG en ligne ensuite pour vous, si vous le souhaitez, si vous avez encore plus de questions ou si vous voulez une démonstration de nos services. Alors, premier point, ce sont les assemblées à huis clos. Les assemblées 2021, vous le savez, ont le droit de se tenir à huis clos. Vous avez en tête qu'il y a plusieurs conditions, notamment le fait qu'il soit impossible de les tenir autrement. Donc, plusieurs assemblées qui ont déjà programmé leurs assemblées en fin mai ou en début juin ont prévu dans leur avis de réunion de pouvoir éventuellement revenir à du présentiel. Néanmoins, c'est organisé déjà à huis clos. Il y a de fortes probabilités pour que ça reste à huis clos. Une bonne pratique observée l'année dernière, c'était le Q&A en direct. On avait Air Liquide, Capgemini, EDF, je crois qu'Emmanuel fait partie de cette visio. Total, également nous avons des personnes de Total en ligne. Valorec également, nous n'avons pas cité tout le monde sur ce slide. Un groupe de travail de la FEP travaille précisément sur ce sujet de l'interactivité du direct. Donc beaucoup de sociétés sont en train de s'organiser pour cela. Cependant, pour l'instant, si vous regardez ça, ce sont des statistiques que nous publions tous les lundis matins, donc beaucoup d'entre vous en sont familiers. Vous voyez que le mode d'organisation dominant pour l'instant est le huis clos avec vidéo en direct, un replay et pas de Q&A en direct. Le Q&A étant possible avec des questions envoyées par mail avant, auxquelles la société répond en direct ou par écrit sur son site, mais le Q&A en direct n'est pas encore pour l'instant très développé. Et là, on parle des 29 ordres du jour déjà parus sur le CAC 40. On va voir avec le reste des ordres du jour qui paraissent, mais c'est encore un sujet qui pose difficulté. Le principal obstacle mentionné par les sociétés organisatrices étant le désir de réserver les questions et le temps de dialogue avec le dirigeant à leurs actionnaires et l'impossibilité de pouvoir vérifier
que la personne qui pose une question en direct est effectivement actionnaire. Ce qui nous a également choqué, personnellement, c'est cette année des pratiques qui n'existaient pas les années précédentes, des sociétés qui tiennent des huis clos non retransmis, des sociétés qui tiennent des assemblées en présentiel en encourageant leurs actionnaires à ne pas venir pour des raisons sanitaires, ce qui est très prudent et souhaitable, qu'ils ne prennent pas de risques avec la santé de leurs employés ni de leurs actionnaires, mais qui ne retransmettent pas ensuite cette assemblée en présentiel, puisque strictement, elles n'y sont pas obligées. Et puis des sociétés, y compris des très très grandes, qui proposent des retransmissions en direct, mais sans replay ensuite. Donc c'est quand on sait que les assemblées de début d'année, là, depuis le début de cette année, on a eu seulement 16 assemblées depuis le 1er janvier. Les assemblées de début d'année sont soit des exercices décalés, mais il y en a peu qui se tiennent au premier trimestre, soit plus souvent des assemblées extraordinaires, donc pour des sujets souvent extrêmement sensibles. Et donc il nous semble un peu dommage de ne pas avoir de replay dans ce cas, quand on est obligé de tenir à huis clos. On espère que cette pratique va changer. Alors, les autorisations financières, c'est un sujet qui d'habitude ennuie tout le monde. Donc, c'est assez, vous pourriez penser que c'est assez maladroit de notre part de le placer en premier. Pourquoi on le place en premier? C'est parce que, regardez graphiquement, la plus grosse partie des camemberts, ce sont les stratégies financières. Dans les ordres du jour qui sont déjà parus cette année, il y a beaucoup plus de place faite aux autorisations financières, aux demandes d'autorisation financière qu'aux sujets de rémunération qui sont très médiatisés, aux sujets de gouvernance, de succession, de changement d'administrateur ou de dirigeants dont on parle également beaucoup. Alors, il y a un effet de calendrier que beaucoup d'entre vous connaissent, qui fait que c'est régulièrement que les autorisations financières viennent à échéance. Donc, on est une année de renouvellement cette année. Donc ça, c'est mécanique. Mais même si on compare à 2019, qui était la dernière année de grand renouvellement, il y a beaucoup plus de résolutions d'autorisation financière. La pratique des sociétés cette année est de revenir à un large spectre d'autorisation. Vous vous souvenez qu'on avait eu un mouvement au cours des 5-6 dernières années de concentration sur le type d'autorisation financière effectivement utilisée pour ne pas faire voter des autorisations qui ensuite n'étaient pas utilisées. Et on avait également un mouvement de concentration vers les autorisations financières dont on savait d'avance, en tant que société, qu'elles allaient être votées sans problème par les investisseurs. Cette année, on voit que les sociétés préfèrent avoir un attirail plus large, des autorisations financières à schéma plus varié, donc ce qui multiplie les résolutions, et puis également un retour des bons bretons qui chaque année sont un sujet de contestation important. Pour mémoire, les autorisations financières en 2019, c'était le premier sujet de rejet et de contestation actionnariale, bien avant les sujets de rémunération. Un élément de contexte que nous avons envie de souligner, c'est la santé financière des entreprises aujourd'hui. Hormis quelques cas isolés, les sociétés cotées de notre échantillon sont en très bonne santé financière, ont même des cash flows qu'elles qualifient pour certaines de records, même dans des marchés, au sens marché économique, qui eux ne vont pas toujours très bien. Les sociétés ont su extrêmement bien gérer la crise sanitaire, ont pris des mesures d'urgence l'année dernière, ont versé leurs dividendes en actions ou les ont supprimés, ont allongé les maturités de dette, ont actionné des mesures gouvernementales telles que le chômage partiel, les PGE, et se sont retrouvés au printemps 2021 avec des cash flows en très grande forme. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de vote sur ces sujets, sur les sujets d'autorisation financière. Je ne sais pas dire
dans quel sens va jouer le fait que ces cash flows soient importants. Ça peut être rassurant pour un investisseur de voter une autorisation, un peu comme un banquier préfère un client qui est en bonne santé financière et fait un apport important lors d'un prêt. Ça peut aussi jouer dans l'autre sens, parce que si une société a déjà des cash flows importants, pourquoi aurait-elle besoin d'une autorisation financière de plus? Donc, on va voir comment réagissent les investisseurs là-dessus. Autre sujet, la rémunération des dirigeants, qui a déjà été très médiatisée. On a 2 enjeux sur la rémunération des dirigeants. Le premier enjeu, c'est de justifier les bonus 2020 auprès des actionnaires, puisque les actionnaires avaient voté des politiques de rémunération au printemps 2020. Souvent, ces votes se sont faits en se replaçant dans un contexte avant crise et en disant on verra plus tard. Certaines sociétés ont revoté des politiques de rémunération. On pense à Bouygues dans le CAC 40 en septembre. On pense à certaines autres. Donc, on revoté des politiques de rémunération, mais pas toutes. La grande majorité des sociétés est restée sur la politique de rémunération initiale qui était conçue pour avant la crise. Et donc, doit faire voter aux actionnaires un CNP, c'est-à-dire un bonus pour les dirigeants. Alors, certaines sociétés en début d'année, Sodexo a actionné les critères de performance et ça a mené à 0, donc a annoncé qu'il y aurait 0 bonus. Donc là, c'est mécanique et il n'y a pas d'explication très compliquée à donner aux actionnaires. L'explication est plus compliquée quand les critères de performance initialement prévus dans la politique n'amènent pas au résultat souhaité par le conseil d'administration. Donc, dans ce cas, il y a, comme vous le savez, certaines sociétés qui ont prévu ce cas, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Elles sont très peu nombreuses. Total est parmi celles-ci, mais elles sont très peu nombreuses. Et puis, il y a d'autres sociétés qui ont soit actionner des critères de performance, argumenter les critères de performance, rajouter des critères de performance. On pense à Pierre et Vacances qui a fait couler beaucoup d'encre au premier trimestre, soit actionner des primes exceptionnelles. Vous en avez également en tête. Là, ce que nous résumons sur ce slide, c'est que c'est très compliqué. Alors, les niveaux de rémunération qui figurent ici, qui sont en millions d'euros par an, ne sont pas les niveaux de rémunération qui seront définitifs, ce sont seulement ceux des DE qui sont déjà parus. Donc déjà, tous les ordres du jour ne sont pas encore parus, tous les DE ne sont pas encore parus, donc on fera bien évidemment une mise à jour de cette analyse quand tous les DEU seront parus. Mais ce que vous apparaît, donc vous avez à gauche le CAC 40, ensuite le Next 80, ensuite le Next++. Donc, sans surprise, le CAC 40 est rémunéré de façon plus élevée que les petites sociétés. Ce qui apparaît, c'est graphiquement la problématique. Vous voyez déjà que le fixe n'a pas bougé pour le CAC 40 en moyenne. C'est important de dire en moyenne. En 2020. Ce qui veut dire que la plupart des renoncements à rémunération qui se sont faits par solidarité dans le cadre de la crise sanitaire, la plupart des dirigeants, quand ils ont annoncé qu'ils renonçaient en général, la métrique, c'était 25%. Pendant les 2 mois de chômage partiel du premier confinement. En général, ça a été sur leur rémunération globale, sur leurs variables. Très peu ont diminué leur fixe en 2020. En 2021, pour l'instant, on a une augmentation assez nette qui est soumise au vote des actionnaires, une assez nette augmentation du fixe. Avec relativement peu d'explications pour l'instant.
ce qui peut être quelque chose qui peut poser problème. La situation est un peu différente sur les sociétés du Next 80. Donc, le Next 80 sur le fixe, vous voyez, c'est une toute petite marche qui descend. Alors, elle est toute petite parce qu'on s'est mise à l'échelle du CAC 40, donc, mais elle est importante, elle est à la taille de ces sociétés. Beaucoup de dirigeants du Next 80, quand ils ont diminué leur rémunération dans le cadre de la crise, l'ont fait sur leur fixe. C'est peut-être un hasard d'échantillon, peut-être que c'est les sociétés qui ont diminué leur fixe ont été les premières à publier leur DEU, donc n'en tirons pas encore de conclusion, il est trop tôt pour cela, mais disons que sur notre échantillon, pour l'instant, qui sont les DEU déjà parus, on observe cela. Et, pardon. Et sur le Next++, alors là, c'est encore écrit plus petit. Le fixe a relativement peu bougé, mais il a peu bougé à l'échelle d'une comparaison avec le CAC 40. Ces dirigeants ont en général renoncé à une partie de leur fixe qui correspondait à 2 semaines de rémunération, à 2 mois de rémunération fixe. Et le niveau 2021, la politique de rémunération 2021 est un retour au fixe de 2019. De la même façon que pour le Next 80, j'ai oublié de l'omettre. Il n'y a pas d'augmentation prévue par rapport à 2019 pour cette taille de société. Deuxième sujet analysé, c'est le variable. Le variable des dirigeants du CAC 40, donc là, on parle du variable en numéraire, et pour les banques, on ajoute le variable en numéraire pluriannuel. Et pour ceux qui ont, il y en a quelques-uns des phantom stocks, on le compte dans ce variable en numéraire. Donc le variable, on voit que le variable des dirigeants du CAC 40 s'est réduit. Donc c'est en cela que la réduction de rémunération annoncée, elle a été actionnée de cette façon-là. Néanmoins, il reste assez important et on observe que dans le DEU, dans les dirigeants du CAC 40, pour l'instant, il y a assez peu de primes exceptionnelles ou primes discrétionnaires. Encore une fois, on peut avoir un biais d'échantillon. On va attendre que tous les documents soient sortis. Mais c'est plutôt sur la façon d'appliquer les critères que les dirigeants du CAC 40 ont construit leur bonus cette année. Sur les sociétés du SBF 120 hors CAC 40, on avait déjà plusieurs dirigeants qui avaient recours à la notion de prime exceptionnelle. Mais dans notre échantillon, pour l'instant, c'est assez important. Et la plupart des sociétés de cet échantillon, de cette taille, mettent en évidence que les critères de performance initialement prévus, selon elles, ne conduisent pas à un variable important, mais qu'elles considèrent que le dirigeant est éligible à une prime exceptionnelle, ce qu'elles font ressortir dans la rémunération proposée. Quand on change de taille de société, il n'y a plus de notion de prime exceptionnelle. Et pour 2021, ce qui se profile pour les dirigeants de toute taille, vous voyez, dans toutes les tailles de société, le variable augmente. Alors évidemment, pour 2021, c'est le variable maximum, mais on a une volonté des comités de rémunération d'inciter fortement les dirigeants et on a des schémas 2021 qui sont très incitatifs, avec des critères d'accélération, avec vraiment une envie des comités de rémunération de motiver au maximum les dirigeants pour la sortie de crise, avec des nouveaux critères également. Donc il nous a semblé intéressant de mettre ça en évidence
le changement de ces schémas pour 2021. Également, en 2021, on voit que les actions de performance, dans le même esprit, les actions de performance devraient redémarrer si les critères sont atteints, qui n'ont pas été atteints en 2020. Oui, c'est en 2020. Et là, les comités de rémunération sur les attributions d'actions de performance ou de stock options ont appliqué strictement les politiques de rémunération initialement prévues. Bien entendu, nous répondrons à vos questions sur ces points très sensibles tout à l'heure. Encore une fois, en analysant ces chiffres, gardez à l'esprit que c'est uniquement sur les documents de DEU déjà parus. Alors, comment vont réagir les actionnaires? On va voir. On a déjà eu 2 votes, cependant, qui sont assez bas. L'un chez Elior, la politique de rémunération avec une accélération du variable, le dispositif dont je vous parlais à l'instant, le dispositif proposé chez Elior, dans l'esprit, a été repris par de nombreuses sociétés. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés vont avoir des politiques de rémunération votées aussi bas. Je l'espère pas. Mais dans l'esprit, la notion d'accélération du variable, qui est une notion nouvelle chez Elior, est également une notion nouvelle dans plusieurs DEU. Et puis Sartorius, la convention réglementée qui rémunère le PDG, donc le PDG de Sartorius est un salarié de la maison mère de Sartorius, et donc c'est cette maison mère qui le rémunère et qui ensuite a une convention réglementée avec Sartorius, un schéma que beaucoup de sociétés de notre échantillon connaissent, non pas avec une maison mère comme la biotech Sartorius, mais avec une holding familiale. Cette convention a été rejetée. Elle avait déjà été rejetée en 2019 et 2020 et n'avait que très peu été ajustée. Donc Sartorius est quand même un cas très particulier. On peut espérer que les actionnaires ne seront pas aussi désapprobateurs sur les propositions des autres sociétés. Le deuxième enjeu sur les sujets de rémunération cette année, c'est l'acceptabilité sociale. Pourquoi nous abordons ce point? Pour 2 raisons. La première, parce que vous vous souvenez, il y a eu un grand débat il y a 1 an sur l'acceptabilité sociale des rémunérations des dirigeants, la solidarité des dirigeants qui ont spontanément renoncé à une partie de leur rémunération par solidarité avec les employés qui étaient en chômage partiel et qui donc connaissaient une chute de rémunération. Au-delà des dirigeants exécutifs, ça s'est étendu souvent au conseil d'administration et au top manager du groupe. Donc, il y a vraiment eu un lien de fait entre les rémunérations des dirigeants et la solidarité à l'échelle du pays. Donc, on voit que les rémunérations finalement ne sont pas aussi faibles qu'on aurait pu le penser. C'est aussi parce que les résultats annuels qui ont été publiés lors des 2 derniers mois sont souvent plutôt bons, que les sociétés ont fait énormément d'efforts et de réactivité. Les résultats sont plutôt bons à la fois en profitabilité et en solidité de cash flow. Donc mécaniquement, les critères de performance ont conduit à des rémunérations qui restaient élevées, même sans que les comités de rémunération aient à réfléchir en plus sur des rehaussements de ces critères. Et puis l'autre point sur l'acceptabilité sociale, c'est le ratio d'équité. Donc là, nous faisons figurer en illustration le ratio d'équité de Bouygues l'année dernière.
Le ratio d'équité, c'est la deuxième année. L'année dernière, le ratio d'équité avait été un peu critiqué parce que les sociétés n'avaient pas présenté les choses de façon assez homogène entre elles et que les comparaisons n'étaient pas très simples. Cette année, c'est l'an 2 du ratio d'équité. Ça va être un sujet d'expliquer l'acceptabilité sociale de ces rémunérations. Les dividendes, le grand retour des dividendes cette année, est-ce que ça va être un non-sujet ou est-ce que, comme les rémunérations, ça va être un enjeu sociétal? Vous vous souvenez que il y a un an, alors que les dividendes qu'il était prévu de verser en 2020 au titre de 2019 étaient des dividendes très très importants, parce que 2019 a été une bonne année. Il y a un an, la plupart des sociétés, vous voyez, entre 75 et 80% ont réduit ou supprimé leurs dividendes, à la fois pour des questions de sauvegarde des cash flows dans la crise dont on ne savait pas combien de temps elle allait durer, et à la fois par solidarité sociétale. Les sociétés reprennent le versement des dividendes cette année. Là, c'est un échantillon qui est un peu plus large que l'échantillon des sociétés qui ont publié leur ordre du jour, parce que la plupart des sociétés ont annoncé au moment des résultats annuels leur intention en matière de dividendes. Donc là, nous avons un échantillon un peu plus large que les 70 ordres du jour. Mais vous voyez que 75% du CAC 40 l'avait suspendu l'année dernière et 88% va en verser cette année. C'est-à-dire que même celles qui n'avaient pas prévu d'en verser l'année dernière, qui donc n'avaient rien suspendu, en versent cette année. C'est aussi parce que les cash flows sont très élevés. Et un tiers du CAC 40 augmente le dividende en 2021. Donc c'est un sujet qui pourrait être sensible. On n'a pas encore de recul là-dessus. Le climat, dernier thème de notre première partie. Le climat s'impose en assemblée cette année. On a 2 résolutions climat cette année. Vous vous rappelez que l'année dernière, on avait chez Vinci une proposition de TCI, enfin une demande de TCI, actionnaire important, d'aborder le sujet climat en AG. Vinci avait refusé de le mettre à l'ordre du jour. Ça avait créé des tensions. Donc Vinci met à l'ordre du jour cette fois de façon proactive la semaine prochaine, lors de l'AG du 8 avril, un vote consultatif sur le plan de transition environnementale de la société. Et puis Total, qui publie son ordre du jour ce matin, je crois, a annoncé que lors de son AG du 28 mai, il y aurait un vote consultatif sur l'ambition de la société en matière de développement durable et énergétique. C'est en cohérence avec l'ensemble de l'évolution vers Total Énergie. Vous vous souvenez que les questions d'actionnaires sur ce point sont très nombreuses. En 2020, à peu près un quart des questions d'actionnaires en assemblée générale ont porté sur la stratégie climatique. Alors, je vous donne la parole maintenant. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez soit prendre la parole directement en activant votre micro, soit si vous êtes plusieurs à parler en même temps, passez d'abord par le chat et on prendra les questions au fur et à mesure. Pas de questions? Si, c'est Viviane, Viviane de Beaufort. Bon, en fait, c'est une question en même temps une remarque. Donc, je suis de très près, comme nombre d'entre nous, j'imagine, mais en tant que professeur, les négociations, on va dire la loi climat, avec les différentes actions de lobbying qui ont pu intervenir, mais aussi de plaidoyer, d'activisme, et puis le contexte juridique avec la condamnation de l'État par le Conseil d'État, les
procès qui concerne aussi les entreprises. Et donc, en fait, il est clair que ce qu'on appelle climate change ou les revendications climat imprègnent toute la société au-delà, donc forcément ont une incidence forte et lourde concernant le milieu des entreprises. Il me semblait que ça serait intéressant de peut-être, à l'issue des AG, voilà encore une proposition, de faire quelque chose dédié à ce sujet en réintégrant le contexte plus large dans lequel cet activisme actionnarial s'intègre. Voilà, c'est quelque chose que je vous propose parce que je travaille là-dessus et je suis sûre qu'il y en a d'autres que ça peut intéresser. Et je n'y avais pas du tout réfléchi. Hein. C'est en vous écoutant que tout d'un coup, je me dis, tiens, pourquoi pas mettre à disposition les travaux que je mène en ce moment et puis peut-être articuler ça avec d'autres prises de position. Merci Viviane, et très volontiers pour partager cela. C'est vrai que les assemblées générales, chaque année, c'est une caisse de résonance de l'opinion publique, et ce dont on parle en assemblée, ça arrive en assemblée parce qu'on en parle ailleurs. Et il y a évidemment un lien extrêmement fort entre le fait que ça arrive en assemblée et que c'est partout dans l'opinion publique. C'est tout à fait certain. C'est tout à fait certain. Ok, alors on en reparle. À très vite, quand j'ai fini mon travail, un peu comme pour la proposition sur raison d'être. Voilà de quoi alimenter pour la suite. Pour la raison d'être. Vous voyez que vous avez Sarah, mais Sarah, je n'ai pas le nom de famille de Sarah, donc je ne sais pas de quelle Sarah il s'agit, mais vous avez des supporters, Viviane, pour continuer dans cette voie. Et effectivement, prenons date tous ensemble pour organiser quelque chose sur ce sujet-là. Merci. C'est Sarah Bagnon, Bénédicte. Désolée, je me suis cachée, je n'ai pas fait exprès, je me suis cachée derrière mon prénom. Sarah Bagnon, on parlait tout à l'heure de notre académie de formation. Sarah, exactement il y a un an, a fait coup sur coup le 16 mars et le 17 mars deux sessions de notre académie de formation sur les nouvelles lois qui sortaient, les lois Covid pour l'organisation des AG à huis clos. Et puis vous avez, Sarah, vous avez fait le plaisir d'animer une session sur la communication extra-financière. Donc, merci de votre fidélité, Sarah. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Aucune question sur les sujets d'autorisation financière, de dividendes, de rémunération ? Bon, ça viendra peut-être un peu plus tard. L'évolution de la gouvernance et l'évolution de la physionomie des conseils d'administration ce printemps. Alors, un afflux de 109, surtout chez les petites entreprises. Donc, sur les 70 ordres du jour que nous avons analysés, on a 40% pour le CAC 40, plus de 60% pour les plus petites entreprises, des mandats remis en jeu qui reviennent à des nouveaux entrants. Les sociétés ayant bien entendu le choix, quand elles remettent un mandat en jeu, soit de fermer provisoirement le siège, soit de renouveler le mandat de la personne, de l'administrateur sortant, soit de donner ce siège à un nouvel entrant. Donc là, c'est la première année qu'on a autant de places faites à des nouveaux. Donc un véritable afflux de 109. Quelques bémols, il en faut bien. Dans ce 109, on a moins de femmes que les années précédentes, et en particulier dans le CAC 40, on n'a qu'un tiers de femmes.
Vous avez en tête la loi Copé-Zimmermann, bien sûr, l'obligation d'avoir 40% de femmes au conseil, qui est une obligation que les entreprises françaises ont remplie depuis longtemps, bien avant l'échéance de la loi. Mais mécaniquement, si on n'a que 32% dans les nouveaux entrants, ça veut dire qu'on va faire baisser notre avance et se rapprocher du minimum légal. On a des nouveaux profils, ça c'est de nouveau un point très positif. On a des nouveaux profils d'administrateurs. On cite là comme exemple Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, proposé comme administrateur chez Renault. Mais il faut bien aimer, les liens croisés se renforcent. Là-dessus, pourquoi nous considérons que c'est pas forcément bien, c'est pas forcément une bonne pratique. L'aspect positif d'avoir un dirigeant exécutif qui a un mandat au conseil d'administration d'une autre société, bien sûr que c'est enrichissant à la fois pour lui, pour sa société d'origine et pour la société où il est administrateur. Bien sûr qu'en termes de temps, il doit probablement pouvoir s'organiser s'il a un seul ou autre mandat. Donc, c'est pas une question de disponibilité. C'est qu'il nous semble que là, maintenant, les liens croisés entre conseils commencent à devenir plus serrés. Et c'est la première année qu'on a parmi les nouveaux nommés autant de dirigeants exécutifs d'autres sociétés. Vous voyez Guillaume Faury, PDG d'Airbus chez AXA, Emmanuel Ezat et Bertrand Dumazy chez Air Liquide, Alexandre Ricard chez L'Oréal et Pierre-André de Chalandard chez Veolia. Certes, il passe la main en quelque sorte de PDG à président, mais ce sont des mouvements lourds. On a déjà un paysage où il y a déjà un nombre important de dirigeants exécutifs du CAC 40 qui sont administrateurs d'autres sociétés du CAC 40. Ça nous semble un mouvement qui peut être mal compris par les actionnaires. Autre point de gouvernance, les administrateurs salariés. Vous vous souvenez qu'avec la loi Pacte, on a franchi une nouvelle étape de progression des administrateurs salariés dans les conseils avec l'abaissement des seuils de sociétés qui devaient accueillir des administrateurs salariés quand elles n'en avaient pas encore ou un de plus quand elles en avaient déjà. La loi Pacte, avec la loi Pacte, 265 nouveaux administrateurs salariés ont fait leur entrée. Normalement, depuis les AG 2020, on n'a pas pu encore, tous les DEU ne sont pas encore parus et les sociétés font pas forcément de communiqué de presse quand le nouvel administrateur salarié entre au conseil. Donc, on ne sait pas encore si tous ces nouveaux administrateurs ont été nommés. Mais au total, d'après les votes des dernières assemblées 2020, on a presque 500 administrateurs salariés en place, c'est-à-dire à peu près le double de l'année dernière. Donc, ça devrait changer les choses. Ça devrait changer peut-être les schémas de rémunération. Ça devrait changer aussi la façon d'aborder les sujets de crise sociale difficiles qu'on connaît en France. Il ne faut pas oublier que, comme les sociétés l'ont très bien annoncé lors des présentations de résultats annuels, les sociétés de notre échantillon vont bien, mais elles vont bien parce qu'elles sont à l'international et pour autant, elles essaient de gérer au mieux une crise en France. Alors, quelle va être la place des salariés dans les AG 2021 ? En 2020, ils avaient pris une très grande place dans le dialogue d'assemblée. Ils étaient remerciés publiquement par les dirigeants
comment cela va-t-il se passer en 2021? On avait aussi la notion de reporting sur la performance sociale, qui était très important. Et on avait pour la première fois l'année dernière une prise de parole d'un administrateur salarié. C'était Éric Chauviré, administrateur salarié de Valeo, qui a pris la parole pour expliquer comment Valeo avait géré la crise sanitaire de la meilleure façon qui soit selon lui. Pour ceux qui se souviennent, qui ont assisté à cette assemblée, il résumait la situation en disant Valeo a fait le job. Et c'était un témoignage et une illustration extrêmement riche. Est-ce que, étant donné le poids de plus en plus important dans les conseils, les administrateurs salariés vont davantage prendre la parole? On va voir. Les raisons d'être, un sujet cher à Viviane. Je dis cela parce qu'on a prévu de faire un dossier, une session ensemble là-dessus, dans le cadre de l'hebdo des âgés. Pour l'instant, on n'a vu qu'une seule raison d'être, CNP, soumise au vote en 2021. Vous vous rappelez que l'année dernière, on en a eu 11. Personnellement, je ne pensais pas que c'était uniquement l'émotion et le besoin de sens qu'on avait face à la crise sanitaire, parce qu'une raison d'être, ça se fait pas en 2 mois. C'était l'aboutissement de longues démarches qui étaient extrêmement mobilisatrices pour des dizaines de milliers de salariés au sein des mêmes entreprises. Donc, la crise sanitaire a été le moment où ça s'est cristallisé, mais c'était pas la cause de ces raisons d'être. Pour l'instant, on en a peu de nouvelles. Les assemblées que l'hebdo des âgés considère comme les plus non pas les plus intéressantes, mais des assemblées à suivre absolument, parce que ça va être des assemblées probablement atypiques. Je vous donne la liste et en 2 mots pour chacune d'entre elles, je vais vous dire pourquoi nous pensons que ce sont des assemblées auxquelles vous devez participer au plus possible ou au moins lire nos comptes rendus, mais en tout cas avoir un œil particulièrement attentif sur ces assemblées. Il y a celle de la semaine prochaine de Vinci, le 8 avril. On a cette résolution climat. Je trouve que ce sera très intéressant de voir comment la société le présente, comment elle l'argumente. C'est la première fois qu'une société française propose une résolution climat. Total, l'année dernière, c'était une résolution dissidente. Total avait fait un exposé sur le climat, mais n'avait pas proposé de résolution au vote. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant aussi de voir comment Vinci fait un point d'étape sur la féminisation de ses équipes, qui avait été le cœur de son assemblée l'année dernière. Vous vous rappelez que tous les exposés étaient présentés par des femmes. Xavier Huillard insistait beaucoup là-dessus. Donc, ça va être intéressant de voir sur cette question de taux de féminisation comment la société avance. Et puis, il y a un sujet de rémunération important chez Vinci, emblématique de cette notion de difficulté à aligner les rémunérations considérées comme justes par le comité de rémunération et puis la politique votée en amont par les actionnaires. Donc, pour ces 3 raisons, l'Assemblée de Vinci nous paraît très importante à suivre la semaine prochaine et puis aussi parce que c'est la première du CAC 40. C'est le coup d'envoi, donc ça va être vraiment, vraiment très intéressant, je pense. TF1, peu après, TF1
au moment de la présentation des résultats annuels de la société a fait un communiqué pour annoncer la rémunération de Gilles Pélisson, avec une rémunération exceptionnelle qui a fait débat. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de question sur l'issue du vote, étant donné la structure du capital et la part de Bouygues dans le capital. Mais il me semble que ça sera intéressant de voir comment la société explique cela. Elle va être une des premières à devoir aborder ce sujet et devoir expliquer son choix. Donc, ça va être très intéressant de voir aussi comment les actionnaires du flottant hors Bouygues se positionnent, parce que ça sera probablement une bonne prise de température sur la façon dont les actionnaires vont se positionner sur ces sujets de rémunération exceptionnelle. CNP le 16 avril, c'est la première raison d'être proposée au vote en 2021. Et, bon, il y en a une sur 70, donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi la première assemblée depuis, la première grande assemblée depuis de la nouvelle équipe, depuis la fusion avec la Banque Postale. Et puis, l'année dernière, le CNP avait fait une assemblée totalement virtuelle, c'est-à-dire que même le bureau n'était pas physiquement réuni. Donc, ça va être intéressant de voir cette année comment la société confirme son organisation d'assemblée, privilégiant jusqu'à l'ultime la protection de la santé des personnes qui travaillent pour elle, ou si elle s'est organisée pour réunir physiquement quelques personnes. Le 20 avril, L'Oréal, c'est une succession emblématique, la succession de Jean-Paul Agon, de Nicolas Hieronymus. Ils ont présenté en tandem les résultats annuels. C'est une succession annoncée de longue date. C'est une société qui, de par son métier, de par sa présence en Chine, a déjà très fortement rebondi et déjà dans l'après-crise. Donc à la fois pour cette question de présentation d'une succession et de vision de l'après-crise, ça devrait être une assemblée très intéressante. Veolia, le 22 avril, il y a bien sûr ce qu'on vient de dire, l'entrée au conseil de Pierre-André de Chalandard. Et il y a aussi le contexte du dialogue ou du non-dialogue avec la société Suez, dans lequel Veolia détient un peu plus de 29% aujourd'hui. Et des développements, peut-être y aura-t-il eu des annonces jusqu'au 22 avril. Renault, le 23 avril, nous semble aussi une assemblée intéressante parce que ce sera la première assemblée de Renault après les assemblées des 2 ans écoulés, ou depuis le départ de Carlos Ghosn, sa révocation, ce qui est quand même un fait rarissime, le changement de gouvernance, la nouvelle équipe, la deuxième nouvelle équipe. Ça nous semble être, d'un point de vue gouvernance, un cap intéressant passé par la société, et un cap de stabilisation très intéressant à observer. L'entrée de Frédéric Mazzella au conseil, le changement de profil, nous semble aussi très intéressant à observer, voir comment Renault va en parler, et également voir comment Renault va parler de sa conjoncture, du marché automobile, qui, bon, à l'inverse du marché de L'Oréal, c'est pas un marché qui va bien, le marché de l'automobile. Il nous semble intéressant
de suivre de très près cette assemblée. Danone, quelques jours plus tard, Danone va être la première assemblée depuis l'évolution de la gouvernance et le changement de rôle de M. Emmanuel Faber. Schnepp a annoncé que un directeur général, une directrice générale était en cours de recrutement. J'ignore s'il ou elle sera annoncée d'ici le 29 avril. Dans tous les cas, ça va être une assemblée très intéressante parce que Danone est une entreprise à mission. La première et pour l'instant la seule entreprise à mission du CAC 40. Ça va être intéressant de voir comment Danone aborde ce changement de gouvernance et est-ce qu'une entreprise à mission s'exprime différemment, explique différemment, dialogue différemment sur un changement de gouvernance aussi lourd que celui qui s'est passé il y a quelques semaines. Crédit Agricole le 12 mai, parce que ça nous semble intéressant, parce que la gouvernance change, beaucoup de têtes changent dans le conseil de Crédit Agricole. Alors bien sûr, c'est lié aussi, ça s'explique par le fonctionnement de la gouvernance mutualiste et les alternances. Ça nous semble très intéressant de suivre la présentation de la nouvelle équipe. Engie, le 20 mai, à la fois parce qu'il s'agira de la première assemblée générale de Madame Catherine MacGregor, la nouvelle directrice générale, et puis parce que cette assemblée statuera sur la rémunération d'Isabelle Kocher. De la même façon que chez TF1, il n'y a pas de suspense sur l'issue du vote, étant donné la structure du capital, le poids de l'État. Mais ça nous semble, pour ces deux raisons, une assemblée à suivre de très près. À suivre de très près. Total Énergie le 28 mai, parce que Total, chaque année, pour nous, c'est un incontournable. Et puis parce que cette année particulièrement, le changement de nom, Total Énergie n'est pas qu'un changement de nom, ça va être l'opportunité de présenter une nouvelle stratégie, ça va être également le premier rendez-vous devant les actionnaires de la nouvelle, les nouvelles depuis un an, administratrice référente Marie-Christine Coine-Roquette. Traditionnellement chez Total, bientôt Total Énergie, le rôle de l'administrateur référent est quelque chose de très structuré. Quelques jours avant, Essilor-Luxottica nous semble aussi une assemblée à suivre, parce que ça va être, ils annoncent un changement important des équipes de gouvernance dans la foulée de la réconciliation entre les deux actionnaires de référence qui œuvraient dans un climat tendu. Et puis, parmi celles dont les dates ne sont pas encore communiquées, nous gardons à l'esprit Suez, parce que ça va être intéressant de voir comment la société communique sur son propre avenir dans le cadre de son conflit avec son actionnaire de référence Veolia. Alors bien entendu, ce sont celles que nous considérons, nous, de façon totalement subjective, comme des assemblées à suivre particulièrement. Nous ferons des comptes rendus sur toutes les assemblées, et puis tous les ordres du jour ne sont pas parus. Donc parmi ceux qui vont paraître, il y aura peut-être des sociétés qui vont se rajouter à cet agenda. Mais vous voyez ici que déjà l'agenda du 8 avril au 28 mai
comprend des sujets extrêmement intéressants selon nous. Je vous redonne la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Absolument. Oui, de Soulanges. Merci pour votre présentation. Et j'aurais juste une question sur les assemblées et peut-être un point que vous pourriez faire, notamment sur la particularité Danone, qui est la seule entreprise à mission du CAC 40, dont on peut se demander si la communication était réellement bien faite, dans la mesure où le conseil d'administration avait donné son entier consentement à Emmanuel Faber. Ça n'a duré que 15 jours. Donc, ce que j'observe, c'est que une entreprise à mission, ça me semblait moi important, et qu'on puisse faire exploser un président, directeur général sur des critères financiers grâce à un fonds, à plusieurs d'ailleurs, mais grâce à un fonds, me semblait être un point à mettre en avant. Sur la façon dont les fonds demandent ou poussent à l'excellence les entreprises. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit focus cette année justement sur cette particularité importante des fonds qui poussent les boîtes à l'excellence? Si je comprends bien, Jean-Pierre, vous voudriez qu'on fasse un focus sur les entreprises dont le capital est détenu par des fonds par rapport aux autres? Oui. C'est ça que vous voudriez? Oui. C'est ça? Ah ben, on va le faire alors. Merci. Merci de nous donner un sujet. On va le faire et on va regarder la programmation de ces prochaines semaines et puis on va trouver la semaine où le faire et je reviens vers vous et je reviens bien entendu vers toutes les personnes ici présentes pour dire comment on va le faire. Si on le fait sous forme d'une session comme aujourd'hui, si on le fait un dossier spécial, on va regarder et on va le faire. Merci. Est-ce qu'on a qui d'autre a d'autres questions? Je suis sûre que vous avez des commentaires ou des questions. Déjà, moi, ça m'intéresserait de voir si notre sélection, encore une fois, purement personnelle et subjective, correspond à votre anticipation. Est-ce que vous avez pu les uns et les autres voir? Et est-ce que ça vous semble être les assemblées que vous avez envie de suivre à titre personnel pour les sujets qui vous animent? Bonjour Lionel. Lionel, peut-être activer votre micro. Ouais, je ne sais pas si est-ce que vous m'entendez? On vous entend un tout petit peu. Voilà, ça y est. Oui, Lionel Garnier est revenu. En fait, j'ai une question. On a plus une question et un rebond. Est-ce que Lionel, on vous entend vraiment seulement un tout petit peu. Si vous pouvez monter le volume. Un petit peu mieux. Désolé. Est-ce que là, ça va mieux? Ah, c'est parfait. Bon, parfait. Excusez-moi. Un rebond concernant votre remarque sur la faiblesse du nombre de sociétés cotées qui optent pour un statut, pour une raison d'être en 2021. À quoi expliquez-vous comment expliquez-vous ça? Est-ce que finalement la démarche a fait le plein, ou est-ce que la crise n'a pas été trop perturbante perturbante pour ce type de démarche? Première question.